Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de l'immobilier en France avec une question centrale: pourquoi la chute des prix de l'immobilier est inéluctable? Comme vous le savez, je fais une chronique régulière de l'évolution de l'immobilier en France sur cette chaîne et certains termes et concepts peuvent paraître complexes. Dans cette vidéo, je vais prendre un peu de recul par rapport aux chroniques et prendre le temps d'expliquer ces termes et concepts. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. Et on commence tout de suite avec le plan de cette vidéo. Nous examinerons d'abord l'évolution du crédit de l'immobilier. Nous continuerons avec l'explication des facteurs qui impactent l'évolution du crédit immobilier. Ensuite, nous explorerons la corrélation entre l'évolution du crédit immobilier et le prix de l'immobilier. Et nous conclurons avec une projection sur les prix. Si certains termes ou concepts vous paraissent un peu obscurs, rassurez-vous, je vais vous fournir une explication détaillée. Avec cette vidéo, vous allez tout comprendre des mécanismes qui influent sur les prix de l'immobilier. Commençons par la définition du crédit immobilier. Le crédit immobilier est un prêt bancaire consenti pour financer l'achat d'un bien immobilier. En France, l'écrasante majorité des crédits immobiliers sont à taux fixe. C'est un type de crédit où le taux d'intérêt reste constant tout au long de la durée du prêt, offrant ainsi une prévisibilité des mensualités pour l'emprunteur. Lorsqu'une banque octroie un crédit, elle ne prête pas nécessairement de l'argent déjà déposé par ses clients, les autres clients. Au contraire, elle crée des nouveaux dépôts par le simple acte de prêter. Cela signifie que le crédit immobilier contribue directement à l'expansion de la masse monétaire. La banque ne prête donc pas les fonds dont elle dispose, mais emprunte sur le marché interbancaire. C'est un marché du crédit entre banques commerciales. Elle emprunte ces fonds dont elle a besoin pour les refacturer ensuite à son client via le taux du crédit immobilier. Les banques empruntent à des taux interbancaires proches des taux de la Banque centrale. En zone euro, la Banque centrale, c'est la BCE, la Banque centrale européenne. Donc elle emprunte à court terme et se rémunère sur la différence avec le taux qu'elle applique à ses clients. Donc ça, c'est la marge d'intérêt de la banque. Gardez bien cet élément en tête, ça sera important pour les sections suivantes. Penchons-nous maintenant sur l'évolution du crédit. Nous regardons ici une série statistique fournie par la Banque centrale européenne. C'est l'institution financière qui supervise les banques centrales de tous les pays de la zone euro. Par exemple, la Banque centrale européenne supervise la Banque de France, qui est la Banque centrale française. Donc, pour rappel, une banque centrale gère la politique monétaire, émet la monnaie, supervise le système bancaire, agit comme prêteur en dernier recours, gère les réserves de change et conseille la politique économique pour assurer la stabilité financière et la croissance. Alors, en zone euro, la Banque centrale européenne, dans son mandat, elle a principalement la stabilité monétaire, la stabilité financière, et le maintien d'une inflation proche de 2%. La série statistique que nous visualisons maintenant montre comment le montant total des prêts immobiliers en France a changé d'une année sur l'autre. Donc, dit plus simplement, si les banques commerciales ont accordé moins de prêts en décembre 2024 par rapport à décembre 2023, alors la valeur que nous voyons sur ce graphique pour décembre 2024 sera négative. Et inversement, si la banque commerciale a accordé plus de prêts d'une année sur l'autre, alors la valeur sera positive. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, matérialisé par une flèche rouge, c'est que depuis 2023, la production de crédit en France est en train de s'effondrer. Dans la prochaine section, nous allons voir pourquoi c'est important. Penchons-nous maintenant sur la corrélation entre volume de crédit et évolution du prix de l'immobilier. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la corrélation? Expliquer simplement, la corrélation, c'est quand deux grandeurs, ça peut être des grandeurs physiques, des grandeurs mathématiques, statistiques, c'est quand deux grandeurs évoluent ensemble, donc dans la même direction. Exemple tout bête, par exemple, s'il fait chaud, on vend plus de glace. On dit qu'il y aura une corrélation entre la température et les ventes de glace. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une cause entre les deux phénomènes que l'on mesure, simplement que les deux phénomènes bougent de concert. Dans le cas de l'immobilier, en fait, il y a même une causalité entre l'évolution du volume de crédit et le prix de l'immobilier. On sait très bien que s'il y a plus de crédit immobilier, il y a une évolution à la hausse du prix de l'immobilier. Pourquoi? Le crédit immobilier est une création monétaire, c'est-à-dire que
lorsque la banque accorde un crédit immobilier, il y aura plus d'argent disponible globalement dans la zone étudiée, alors que le stock d'immobilier dans la zone étudiée est pratiquement fixe. Par exemple, en France, il y a peu de construction de nouvel immobilier. Donc, tout simplement, simple rapport entre offre et demande, s'il y a plus de demandes et autant d'offres, alors le prix augmente. Plus de demandes, offre stable, égale hausse des prix. Maintenant, visualisons la corrélation entre l'évolution du crédit immobilier et l'évolution du prix de l'immobilier. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, représenté en rouge, vous avez la variation du crédit immobilier aux États-Unis de 1975 à 2020, et en bleu, la variation du prix de l'immobilier aux États-Unis sur la même période. Comme vous pouvez le voir, les deux courbes suivent la même trajectoire avec un léger temps d'avance pour la courbe rouge. C'est pour cela qu'on dit que la variation du crédit immobilier est un indicateur avancé du prix de l'immobilier. Donc pour résumer ce que nous venons de voir, la variation du crédit immobilier reste négative en France depuis mi-2023. La variation du crédit immobilier est un indicateur avancé de baisse des prix, donc les prix vont continuer à baisser. Ceci étant dit, nous pouvons maintenant continuer avec la dernière section de cette vidéo. Nous allons voir maintenant pourquoi le volume de crédit est en baisse depuis quelques trimestres en France. Comme on l'a dit précédemment, les banques empruntent à un taux interbancaire proche des taux de la Banque centrale à court terme et se rémunèrent sur la différence avec le taux qu'elles appliquent à leurs clients. Ce que vous voyez sur cette image, c'est la courbe des taux des obligations françaises. Alors, un point de définition s'impose. Qu'est-ce que la courbe des taux des obligations françaises ? C'est une courbe qui illustre comment les taux d'intérêt varient selon les durées de prêt que l'État doit rembourser. En général, sur du court terme, on va dire à 1 an, ces taux sont généralement plus bas que sur les taux à plus long terme. À mesure que la durée augmente, comme pour des prêts de 10, 20 ou 30 ans, le taux d'intérêt sera plus élevé que les taux d'intérêt à plus court terme. Donc sur cette courbe, on visualise le coût de financement de la dette publique sur les différentes échéances. Ceci étant dit, voyons maintenant le taux qu'applique une banque commerciale à son client pour le crédit immobilier. Donc sur ce schéma, j'illustre ce mécanisme. Un crédit immobilier s'étend en général sur une maturité de 20 à 25 ans. La banque va donc définir sa marge, qui est la différence entre son coût d'emprunt sur le marché interbancaire et son prix de vente du crédit, c'est-à-dire le taux d'intérêt du client. Et pour le déterminer, elle va utiliser la courbe des taux. Les obligations d'État sont considérées comme les obligations les plus sûres dans une zone étudiée. En effet, un État peut toujours rembourser une dette qu'il aura émise en créant de la monnaie. Donc, c'est-à-dire que l'État, en fait, s'il ne veut pas vraiment rembourser sa dette, il pourra toujours créer de la monnaie qui va créer de l'inflation et rembourser les prêteurs avec cette monnaie nouvellement créée. Ceci étant dit, on a donc pour la banque commerciale un point d'ancrage pour le taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire le taux d'intérêt de l'obligation de l'État où opère la banque commerciale. Et donc ce point d'ancrage va lui servir pour déterminer le taux qu'elle va servir à son client pour couvrir son risque spécifique. Le risque du client, parce qu'en effet, un État c'est toujours plus sûr qu'un particulier qui peut avoir par exemple une baisse de ses revenus à cause du chômage, un accident de la vie, etc. La marge que va appliquer la banque commerciale va dépendre de la santé financière de cette banque commerciale et donc aussi du risque spécifique du client. En général, cette marge n'est pas négative, c'est très rarement le cas, c'est toujours plus sûr de prêter à un État que de prêter à un particulier. Donc maintenant, vous comprenez comment sont définis les taux de crédit immobilier. Observons maintenant l'évolution des taux d'intérêt des obligations françaises. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique des taux d'intérêt des obligations françaises à 10 ans,
ce taux d'intérêt en hausse depuis 2020. Pourquoi est-ce qu'il est en hausse? Les taux d'intérêt d'une obligation reflètent les anticipations de croissance nominale d'un pays. Et le nominal est important. Lorsqu'on dit croissance nominale, on parle de croissance en monnaie constante, c'est-à-dire croissance réelle, sans tenir compte de l'inflation, plus l'inflation. Donc, croissance nominale, c'est croissance réelle plus inflation. Il ne vous a pas échappé que l'inflation a fortement monté depuis 2022 en zone euro, dans le monde en général, et donc en France. Et que cette inflation reste élevée par rapport à la période 2014-2019. Les taux des obligations, partout dans le monde, se sont donc ajustés à la hausse pour refléter cela. Donc ça, c'est un phénomène global. Il y a un facteur additionnel pour expliquer la hausse des taux des obligations françaises. Comme vous le savez, le risque politique français s'intensifie dernièrement. On a eu un gouvernement Barnier qui a été censuré en décembre, et on a actuellement un gouvernement Bayrou qui risque de l'être également. Donc en termes financiers, ce risque est matérialisé par le spread, ou écart en anglais. Donc ici, on parle d'un écart de taux d'intérêt. Comme vous le savez, la France appartient à la zone euro et partage la même monnaie que l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Eh bien, l'Allemagne, c'est le pays jugé le plus sûr de la zone euro. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a une gestion rigoureuse de ses finances publiques. Le pays a peu de déficit et, globalement, par rapport aux autres pays de la zone, peu de dette publique. C'est pourquoi les marchés financiers considèrent que l'Allemagne est le pays le plus sûr de la zone. Ainsi, son taux d'intérêt est le plus bas de la zone et sert de référence pour comparer le risque des autres pays de la zone. On a donc une prime de risque française qui est matérialisée par la différence entre le taux d'intérêt français et le taux d'intérêt de l'obligation la plus sûre de la zone, c'est-à-dire la différence entre le taux d'intérêt français et le taux d'intérêt allemand. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le taux d'intérêt, la prime de risque est en augmentation pour la France, puisque le risque français est en augmentation. Donc l'écart de taux est en augmentation. En conclusion de cette section, nous avons vu qu'il y a deux facteurs qui entraînent le taux d'intérêt français à la hausse, et donc le taux d'intérêt des crédits immobiliers. On a le niveau élevé de l'inflation reste élevée, et en bonus, si j'ose dire, le risque politique français qui augmente. Malheureusement, ce haut niveau de taux d'intérêt et le prix de l'immobilier qui reste pour l'instant élevé bloquent l'accès des Français à l'immobilier, comme illustre ce graphique. Dans ce graphique, on peut voir un indicateur de pouvoir d'achat des ménages français en termes d'immobilier. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce pouvoir d'achat reste encore bien en dessous de 2020. Donc, dit plus simplement, le prix de l'immobilier est encore beaucoup trop cher par rapport au taux de crédit immobilier pour que les Français puissent faire des transactions. Donc, il n'y a pas de miracle. Si, pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut soit que les revenus des Français, globalement, augmentent, ça semble pas être le cas avec la hausse du chômage à l'heure actuelle. Il faut que sinon le taux d'intérêt des crédits immobiliers baisse pour que ça soit moins cher en termes de crédit pour que les Français puissent faire des achats. On l'a vu, on a des taux d'intérêt qui restent bloqués à la hausse, enfin qui restent élevés, donc ça ne viendra pas de ce facteur. Donc moins de demandes, pour que le marché s'équilibre, il faut que le prix baisse. C'est inévitable. Pour conclure cette section, et pour conclure cette vidéo, nous avons vu que le volume de crédit immobilier est en baisse à cause d'un niveau de taux élevé. Ce niveau de taux élevé reflète l'inflation élevée et le risque politique. Le volume de crédit immobilier est un indicateur avancé du prix de l'immobilier. Donc, le prix de l'immobilier va continuer à baisser. J'espère qu'avec ces explications, mes chroniques seront plus claires par la suite. Dites-moi s'il y a encore des zones d'ombre dans ces explications, et je pourrais faire une vidéo dédiée. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.